Il est 10h05, je vous propose que l'on démarre. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Aurore Perrin-Sada, je suis responsable du pôle plaidoyer à la jeunesse au plein air. Pour vous dire que ce matin, nous sommes ensemble pour ce webinaire autour de la laïcité, en clair et en concret, euh, jusqu'à 10h pour vous apporter des éléments sur la laïcité et répondre à vos questions. Juste peut-être pour se rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas JPA et qui sont connectés aujourd'hui avec nous, JPA est une confédération qui agit en faveur de l'accès aux loisirs et aux vacances pour tous et aux vacances collectives depuis plus de 80 ans. Elle regroupe 39 organisations nationales et 75 comités départementaux qui lui permettent d'être présents et de mailler le territoire avec 3 missions principales au sein de JPA aujourd'hui: convaincre et rassembler, financer et collecter, sécuriser et rassembler. C'est sur cette dernière et dans le cadre de cette dernière mission que ce webinaire s'inscrit aujourd'hui. JPA est souvent interrogé sur le sujet de la laïcité. Nous sommes au lendemain de la journée nationale. Le conseil d'administration a voulu aujourd'hui une séquence en ligne pour redonner le cadre légal de la laïcité et surtout apporter des réponses concrètes aux organisateurs, directeurs et animateurs. On va faire de notre mieux ce matin, mais surtout, on est accompagné ce matin de quelques experts autour de la laïcité que je vais vous présenter tout de suite. Donc, Sandy Basile, responsable juridique à la jeunesse en plein air, ancien avocat du barreau de Paris, intervenant à l'université de Paris-Saclay. Et puis, de Vincent Bonner, de la Fédération générale des PEP, formateur et conférencier autour de la laïcité, coordinateur du pôle d'expertise de la laïcité et directeur du dispositif chez les PEP Bourgogne-Franche-Comté. Et il est aussi directeur de la Fédération des PEP de Côte d'Or, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, nous aurons le plaisir de conclure avec Marc-Angel, chargé de mission à la Djeva, autour de ces questions-là. Pour démarrer ce matin autour de la laïcité et autour de notre sujet aujourd'hui, avant de donner la parole à nos experts, je vous propose de vous connecter sur le nuage de mots, enfin en tout cas sur l'application WooClap. Donc vous prenez votre smartphone qui doit être, je l'espère, à côté de vous, ou sinon vous allez sur WooClap. Se connecte tout doucement. On va essayer d'être le plus interactif possible ce matin et pour cela, on a besoin de votre aide et c'est-à-dire qu'il faut se connecter. Donc gardez votre smartphone à côté pour pouvoir, avoir, les questions au fur et à mesure puisque vous allez être interrogés, au fur et à mesure de la matinée. Donc ne coupez pas l'application une fois que vous l'aurez lancée, durant la matinée. Alors on va commencer, par ce webinaire par une première question, qui va vous être posée. À vous, de réagir. Pour vous, la laïcité, c'est? Allez-y, exprimez-vous dans la salle. On a le vivre ensemble, on a la loi de 1905. Attention, ça réagit très vite, ce matin. Vous pouvez mettre autant de mots que vous voulez. C'est la tolérance, c'est le respect, le vivre ensemble. C'est flou, c'est la liberté, c'est croire. Attention, ça va très, très vite. Vous êtes très nombreux à réagir, c'est très bien. Alors là, vous êtes tellement nombreux que je vous laisse réagir avant de lire les mots, voilà. Le droit, liberté de culte, complexe, heu, alors liberté de culte, on a liberté, tolérance qui revient en force, égalité, respect, neutralité, vivre ensemble, partage, inclusion, pilier, protection et liberté, ouverture d'esprit, respect de la différence, compréhension, espace de vivre ensemble, séparation Église et État, liberté absolue de conscience, possibilité d'ouverture, neutre, particularité, paix, liberté de croyance, ça bouge encore,
Voilà, ça commence à se stabiliser. Du coup, je vous propose, Vincent et Sandy, de vous laisser vous réagir et puis, de passer ensuite, à la définition si vous voulez réagir en quelques mots et puis peut-être de vous représenter parce que je l'ai fait succinctement. Dans les... Bonjour à toutes et à tous. Dans les mots-clés, tout est dit, hein. Tous les grands, voilà, les mots-clés, liberté, tolérance, respect, liberté de conscience. Bien sûr, la loi de 1905, naturellement, sur la séparation des églises et de l'État. Euh, on a tous les éléments. On va mettre tout ça en ordre. Très bien. Vincent, quelques mots à réagir ou pas? Oui, avant de passer à ça, c'est vrai que quand on dit pour la définition c'est, eh ben, c'est la définition de laïcité. Alors quelques mots qu'on va préciser, mais beaucoup de choses sont dites et doivent être précisées parce que le respect de quoi? Alors on va indiquer que le respect, c'est le respect des personnes pour ce qu'elles sont, mais les idées sont critiquables en France. La tolérance de quoi? Tout est-il tolérable? On va pas parler de Voltaire et autres tout de suite, mais l'égalité laquelle? Ce sera celle des droits, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses de dire et à préciser parce qu'un mot, on se rend compte que derrière les mots, et je voyais il y a des choses complexes, effectivement, il y a des choses à décortiquer, mais il y a beaucoup de pistes. Marc, est-ce que vous voulez réagir? Non, non, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant là, avec le centre, les mots qui reviennent de liberté, tolérance, neutralité, respect, ça me semble intéressant dans le sens où le cliché veut, pour les gens qui connaissent notamment pas cette notion, ce principe, c'est qu'on est sur de l'interdiction, alors que justement c'est tout le contraire et c'est un peu ce qu'on veut, je pense tous les acteurs qui sont attachés à la laïcité veulent montrer qu'on est vraiment sur de la liberté, mais pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait un minimum de règles. Et je pense qu'on va en parler. Très bien, Merci. merci à vous 3 et du coup, on démarre, tout de suite sur la définition de laïcité et son cadre légal. Sandy, je te laisse, prendre la parole et me dire quand je passe les slides. Merci, Aurore. Donc, bonjour à toutes et à tous, de nouveau. Donc, effectivement, je vais vous présenter le cadre juridique des règles afférentes à la laïcité. Et avant tout, je prendrai la liberté de vous donner quelques éléments de contexte. Donc, on peut passer à la diapo suivante, hein, directement. Ce que l'on peut dire dans ces éléments de contexte, c'est que la laïcité, en fait, est incarnée par un texte fondateur, comme vous le savez, comme ça a été dit dans les mots-clés notamment, que c'est la loi du 9 décembre 1905, donc dite de séparation des églises et de l'État. Alors, loi dont on parle beaucoup, mais finalement que l'on connaît peu, ou en tout cas ce qu'elle recouvre et ce qu'elle implique sur un plan juridique, même si chacun d'entre nous, bien sûr, est capable d'en donner une définition. Loi qui ne contient pas moins de 40 articles, loi qui donne, comment dirais-je, le contenu juridique du principe de laïcité, mais sans donner véritablement une définition de la laïcité, loi autour de laquelle existe un certain flou, loi que l'on invoque parfois, et je dis parfois bien sûr, à tort et à travers, et qui a reçu ici ou là des interprétations diverses, allant jusqu'à des sens opposés lors de débats politiques, sociétaux, idéologiques, mais qui dans le même temps ne peut pas non plus faire l'objet de n'importe quelle interprétation. Par ailleurs, et c'est le deuxième élément de contexte, cette loi de 1905 en fait s'inscrit dans un mouvement de fond plus global, figurant parmi les actes fondateurs de la République française, issus de la Troisième République. On assiste effectivement à cette époque à un mouvement dit de laïcisation de la société, d'émancipation individuelle et collective, au travers justement de lois fondamentales, où l'on va voir apparaître cette idée de la morale laïque. Et cette laïcisation de la société va commencer par l'enseignement, avec une loi de 1879. Ce ne sont plus les prêtres, les curés qui enseignent, mais ce sont des instituteurs formés par la République dans les écoles dites normales, notamment. Nous avons également les lois de 1881 et 82, où l'école devient obligatoire, gratuite et laïque. On peut encore citer dans ce contexte la loi sur la liberté de la presse de 1881, c'est-à-dire le droit d'afficher sur papier sa liberté d'opinion. Une autre loi de 1884 qui autorise le divorce et qui va contribuer à une forme d'émancipation vis-à-vis d'une société très patriarcale.
Et bien sûr, nous avons une grande loi, la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, et qui est le réceptacle juridique des initiatives citoyennes, individuelles et collectives, avec le droit de s'associer. Et en point d'orgue, donc, la fameuse loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, et qui s'inscrit dans ce contexte. On peut passer à la diapo suivante. Alors justement, quand on parle de principes fondamentaux de la loi du 1905, quel est son contenu juridique? Donc, parmi les 40 articles que j'ai évoqués, il y a quand même deux articles essentiels. Le premier article, donc c'est la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Cet article premier, en fait, revêt une formulation positive exprimée sous forme de liberté, ce qui vient d'évoquer par Marc Engel tout à l'heure. Donc, c'est une liberté avant tout. Et dans le raisonnement juridique, dans l'approche juridique, dans l'interprétation, on peut y décliner trois principes par rapport à ce premier article. D'abord, une liberté totale de conscience, sans limite. Liberté de croire, de ne pas croire, croire en telle chose ou telle autre, même croire en rien. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, pas de discrimination de l'État en faveur ou en défaveur du religieux en général ou de telle ou telle religion en particulier. Troisième principe, une liberté d'expression des croyances, une liberté d'exercice du culte, sous réserve du respect de l'ordre public. L'expression de sa foi, de sa croyance, de ses croyances n'est jamais absolue. La liberté de conscience, elle est absolue, mais l'expression de sa croyance n'est jamais absolue et donc peut être limitée. Ce qui rejoint l'article numéro 2, donc l'article 2, où on nous dit, c'est le versant un peu prohibitif en quelque sorte du principe de laïcité, et je m'attarde sur la partie de l'article qui affirme que la République ne reconnaît aucun culte. Alors, comment ça se traduit en droit? Donc, par une prohibition, une interdiction qui impose, en fait, dans l'interprétation juridique, par une obligation de neutralité à toute la sphère publique au sens large du terme, cette obligation de neutralité de l'État, des collectivités locales, des agents travaillant pour le service public vis-à-vis des religions. Si je dois résumer, si puis-je l'exprimer ainsi, c'est que la laïcité, c'est cette liberté de conscience relevant de l'intimité de chacun qui est sans limite. Cette liberté de conscience s'exprime aussi dans la société, naturellement, dans des espaces privés, publics, par des mots, des vêtements, des symboles, des accessoires, des gestes, des comportements ou encore par l'exercice de certaines pratiques ou de certains rites. Mais toujours dans le respect de l'ordre public, dans un cadre, l'intérêt général ou dans le respect des autres droits. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Concrètement, comment va s'appliquer les principes afférents à la laïcité dans les accueils collectifs des mineurs, d'autant plus que les accueils collectifs de mineurs sont au carrefour de multiples situations. C'est-à-dire qu'en fonction du statut juridique de l'organisateur, statut public ou privé, structure privée exerçant une mission de service public, en fonction des locaux utilisés, en fonction des personnes visées, que l'on soit mineur, fonctionnaire territorial d'une commune, animateur, animatrice d'une association, parent, eh bien, les règles applicables ne sont pas les mêmes. Ceci étant dit, elles s'inspirent toutes d'une philosophie commune. On va retrouver la même logique dans les différentes situations. Diapo suivante, Aurore, s'il te plaît. Alors, qu'en est-il, justement? On va commencer par les encadrants de cette liberté d'expression religieuse des personnels d'un accueil collectif de mineurs. Donc, nous avons plusieurs configurations. Je dirais d'abord que seule la qualification de mission de service public de l'activité exercée implique l'obligation de neutralité. Donc, première configuration, lorsque l'accueil est organisé par une structure publique comme une commune, gérant un service public, eh bien, tous les agents qui exercent leurs fonctions au sein de ces structures publiques sont des agents publics en tant que tels et donc sont soumis à ce titre à un devoir de stricte neutralité. Donc ça, c'est une position de jurisprudence très ancienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, tout prosélytisme est bien entendu interdit. Tout comportement visant à manifester une appartenance religieuse ou tout port de signe religieux est également interdit. Et l'interdiction concerne les signes visibles. Pas besoin de constater le caractère ostentatoire de tel ou tel signe.
Ça, c'est la première configuration. Deuxième configuration, c'est l'accueil organisé par une structure privée qui va gérer un service public, donc un organisateur qui gère un centre de loisirs qui va bénéficier d'une DSP, donc la délégation de service public. Et si tous les personnels, notamment d'encadrement, sont également soumis à cette obligation de stricte neutralité. Donc ça, c'est une position aussi de la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation. Troisième configuration, nous avons donc l'accueil collectif des mineurs, organisé par une structure privée, donc une association, qui ne gère pas un service public, comme un centre d'hébergement, une colonie de vacances. Et dans ce cas, les personnels des associations qui organisent des ACM ne sont pas soumis, ça c'est important de le dire, hein, à une obligation de neutralité sur le fondement de la laïcité, en tout cas sur le principe. Pour ces membres de l'encadrement, ce sont en fait les règles du Code du travail qui vont s'appliquer. Et ce qu'il faut retenir dans cette configuration, c'est que l'expression ou la manifestation des convictions, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres croyances, au sein de l'ACM, est, on va le dire, je veux le dire comme ça, libre dans son principe, mais reste quand même une liberté de principe qui n'est jamais absolue. D'ailleurs, l'expression d'une liberté totale et absolue, cela n'existe pas en droit dans un système juridique, quel qu'il soit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisateur, l'employeur, a la possibilité de limiter la liberté d'expression d'une manière générale et l'expression, la liberté d'expression religieuse, donc de manière plus particulière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les membres de l'accornement doivent s'abstenir de tout prosélytisme, mots, gestes, attitudes, de porter atteinte au beau fonctionnement ou au déroulement normal d'un accueil collectif de mineurs, ou encore de compromettre la mise en œuvre du cadre réglementaire des ACM, donc des accueils collectifs de mineurs, qui est d'ordre public et sur lequel on ne transige pas. Donc ça, c'est un élément important. Alors, diapo suivante, s'il te plaît, Aurore. Alors, concrètement, comment l'organisateur peut-il restreindre, sur quelles raisons, sur quel fondement, l'organisateur peut-il restreindre l'expression des convictions religieuses dans l'ACM? Alors, la première raison, qui est liée directement au public que l'on souhaite protéger. Ce sont les dispositions d'ordre public du Code de l'action sociale et des familles qui protègent les mineurs. Et comme un ACM accueille par nature des mineurs, c'est un public considéré comme sensible, euh, dit comme tel par la jurisprudence. Et c'est pourquoi les restrictions données par un organisateur aux membres de l'encadrement peuvent être plus importantes que dans le cas d'une entreprise normale dite du secteur marchand. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième raison, ce sont les impératifs dits de santé et de sécurité. Par exemple, un animateur ou une animatrice qui encadre un groupe d'enfants en forêt doit faire attention à la manière dont il pratique le jeûne, afin d'assurer la sécurité physique et morale des mineurs. Il doit toujours être en pleine capacité d'exercer et d'accomplir ses missions. Ça, c'est un élément important à rappeler. Troisième raison, qui est liée au contrat. C'est la nature même du contrat de travail qui exige de fait des restrictions concernant la liberté d'expression des convictions religieuses ou philosophiques du salarié. Ça veut dire quoi? C'est que les obligations contractuelles priment sur la liberté du salarié. Alors, il est vrai que l'organisateur doit néanmoins prendre des mesures proportionnées lorsqu'il souhaite restreindre la liberté d'expression des salariés, comme l'impose d'ailleurs le Code du travail. Hein. Ça, c'est un élément important aussi à dire. Par exemple, un animateur, une animatrice peut, au nom de ses convictions religieuses ou philosophiques, pratiquer le jeûne, pour reprendre le même exemple. Donc, que ce soit un jeûne religieux ou un jeûne philosophique, un jeûne intermittent, enfin, peu importe la raison d'ailleurs. Mais cette pratique ne doit jamais, je dis bien, ne doit jamais l'empêcher d'encadrer en toute sécurité les mineurs dont l'animateur, l'animatrice aurait la charge dans le cadre de son contrat de travail. Les tâches du salarié n'ont pas à être adaptées aux convictions personnelles, à nos convictions personnelles. Dans le cas contraire, ce serait vider le contrat de travail de sa substance et donc de sa raison d'être. Euh, et c'est important à dire, c'est que les restrictions
apportées à la liberté d'expression dans l'exécution de son contrat de travail n'ont pas à être nécessairement prévues par le règlement intérieur. C'est pour ça que je parle de nature du contrat, c'est la nature même du contrat qui induit cette restriction apportée à la liberté d'expression du salarié. La fonction fait loi, en quelque sorte, hein, si je puis l'exprimer ainsi. Et puis, une quatrième raison, qui est la possibilité pour un organisateur, un employeur, donc d'imposer, donc ça rejoint ici l'intégration d'une clause de neutralité dans le règlement intérieur pour les membres de l'encadrement sur le fondement du Code du travail. Encore une fois, là, on est dans la situation de la configuration de l'ACM qui ne gère pas un service public. Donc, sur le fondement du Code du travail, on peut passer à la diapo suivante. Merci, Maura. Il y a des conditions, naturellement, pour intégrer une clause de neutralité dans le règlement intérieur. Donc, c'est prévu, encore une fois, je le répète, hein, par le Code du travail, qui prévoit en fait que le règlement intérieur peut contenir des dispositions relatives à cette obligation de neutralité, restreignant la manifestation des convictions des salariés, avec des conditions. Si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés ou droits fondamentaux, par exemple le droit des mineurs d'évoluer et d'être accueillis dans un environnement neutre, respectueux de leur personnalité, qui est en construction, en éveil. Deuxième élément, ou par restriction justifiée par les nécessités du bon fonctionnement de l'accueil, respect du cas du travail, neutraliser les éventuels conflits communautaires ou religieux, favoriser le vivre ensemble, et toujours restriction proportionnée au but recherché. Et ça, c'est une position de la Cour de cassation, notamment, qui euh, va limiter quand même la portée de cette clause de neutralité aux salariés qui se trouvent en contact avec, alors là, c'est un cas de jurisprudence hein, qui évoque le cas du client, donc le cas d'un vendeur qui est exposé, enfin qui est en contact direct avec le client. L'employeur peut évidemment, pour ce personnel en particulier, imposer cette clause de neutralité. Donc, par analogie, ces clauses dans le cas d'un ACM pourra être limitée à tous les membres de l'encadrement en contact avec les mineurs. Et ça, c'est l'arrêt qui est assez connu, l'arrêt Babylou, naturellement, qui a donc un arrêt assez qui a défrayé la chronique, hein, mais qui est important et qui évoque bien ce respect du principe de proportionnalité. Alors voilà, ça c'est pour les membres de l'encadrement. Et puis vous avez bien sûr les mineurs. Donc ça c'est la diapo suivante, Aurore, s'il te plaît. Le cas des mineurs, alors ce qu'on peut dire sur la liberté d'expression religieuse, notamment des mineurs accueillis, c'est que là, l'obligation de neutralité liée à la laïcité ne s'applique pas aux mineurs accueillis en accueil collectif des mineurs, qu'ils soient usagers ou non du service public. Cela signifie, et ça c'est important de le rappeler et de l'affirmer, c'est qu'aucun projet éducatif, aucun projet pédagogique, aucun règlement intérieur, aucun formulaire d'inscription, aucune condition générale de vente ne peut limiter de manière générale, absolue et systématique, j'ai bien de manière générale, absolue et systématique, la liberté des mineurs accueillis d'exprimer leurs convictions personnelles et notamment religieuses. Alors, bien sûr, c'est le principe. Cette liberté des mineurs n'est cependant non plus jamais absolue. On retrouve cette logique, hein, toujours du principe de liberté d'une part et des limitations dans l'expression d'autre part. Donc la liberté d'expression des mineurs peut être limitée. Cette liberté d'afficher ou de porter des signes religieux ne peut pas revêtir un caractère, par exemple, ostentatoire ou revendicatif, pas plus que l'expression de cette liberté puisse constituer un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, pas plus que l'expression de cette liberté puisse compromettre leur santé ou leur sécurité ou celle des autres, et pas plus que l'expression de cette liberté puisse perturber le déroulement normal des activités pédagogiques de l'accueil collectif des mineurs. À cet effet, une colonie de vacances peut interdire à des enfants de pratiquer leur religion en dehors des espaces réservés à cet effet.
Alors, il y a un point quand même, un petit focus qui me semble important, donc on peut passer à la diapo suivante, sur l'expression des enfants, des élèves, dans le cadre d'une sortie scolaire ou dans le cadre d'une classe de découverte. Alors, il est vrai que hors des murs de l'école, les élèves ont le sentiment, et d'ailleurs à raison, de retrouver une autre forme de liberté et adoptent des manières différentes d'être ou d'agir comparativement à ce qu'ils pourraient exprimer lorsqu'ils sont en classe ou dans l'enceinte de l'école. Ceci étant dit, si la classe de découverte, la sortie scolaire offre de nouveaux espaces de liberté et d'expression, elle doit néanmoins ne pas laisser recours à tout acte ostensible de prosélytisme ou de comportement inapproprié. Donc ça, c'est la circulaire de 2004, hein, du 18 mai 2004, qui détaille un peu les conditions d'application de la loi, donc codifiées dans le Code d'éducation. Et cette circulaire précise bien que les principes de laïcité vont s'appliquer également en dehors de l'enceinte de l'établissement, dans le cadre justement d'une sortie scolaire, d'un cours d'éducation physique, dans le cadre d'une classe de découverte. Alors, ce que l'on peut dire, et on peut passer à la diapo suivante, ce que l'on peut dire, c'est que sur le principe, la loi ne remet pas en cause, bien évidemment, faut-il le rappeler, le droit des élèves de porter des signes religieux discrets. Elle n'interdit pas non plus les accessoires et les tenues qui sont portés par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi va interdire deux choses. Les signes, premier élément d'interdiction, les signes ou tenues dont le port conduit à se faire reconnaître ostensiblement par son appartenance religieuse. Exemple, le turban sikh, le midi hindou, le voile islamique, la kippa, l'abaya, on en a parlé récemment, le crucifix ou tout autre pendentif religieux dont la dimension serait excessive, ostentatoire. Donc ces signes sont interdits, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont portés. Deuxième élément d'interdiction, les signes ou tenues qui ne sont pas par nature des signes d'appartenance religieuse, mais le deviennent indirectement et manifestement au regard ou compte tenu de la volonté de l'élève de leur faire produire cette signification. Exemple, vous avez une élève de collège qui refuse de manière systématique de retirer un bandana et donc donne à ce signe, à ce vêtement, à ce bandana, le caractère d'un signe qui manifeste justement de manière ostensible une appartenance religieuse. Voilà ce qu'on pouvait dire donc à la fois sur la liberté d'expression des membres de l'encadrement et la liberté d'expression des mineurs. Il y a bien sûr celle des parents, il y a aussi le cas particulier naturellement aussi des bâtiments publics qu'on pourra évoquer dans le cas des échanges éventuellement s'il y a des questions. Merci. Vincent, peut-être souhaites-tu compléter ou réagir sur les propos de Sandy? Oui, merci beaucoup. Ce sera en complément parce que Sandy Basile a une version juridique et puis moi je vais dire un mot sur laïcité, un mot sur ACM. Je vois qu'il y a pas mal de questions et qui sont des questions classiques. Et je voudrais simplement dire que tout ce qu'on dit en préalable, il y aura un bon trois quarts des réponses à ce qui est indiqué et sur lesquelles on reviendra d'ailleurs. Mais indiquer qu'il existe des registres incontournables sur la laïcité, avant d'en venir à la définition, qui sont l'histoire, et Sandy Basile en a parlé. Je vais rappeler peut-être trois parties, c'est-à-dire qu'on est passé en France de la monarchie de droit divin à la République. On célébrait hier l'anniversaire de la promulgation de la loi de séparation dite des églises et de l'État, où, par exemple, il n'y a absolument pas le mot laïcité dans cette loi, et on pourrait y revenir plus longuement, chose que je ne vais pas faire, on va aller à l'essentiel pour notre sujet. Ensuite, il y a eu la séparation des églises en trois temps. Alors, je passe sur des sujets vraiment importants, hein, de guerre de religion et autres, mais cette séparation des églises, elle s'est faite sur le plan civil, sur le plan de l'école, pour arriver à la loi de 1905. Et je passe trop rapidement, bien sûr, sur les 20e et 21e siècles, mais pour dire que la laïcité, c'était un processus complexe pour certains, surtout méconnu.
auquel il faut ajouter donc des éléments de contextualisation. Ça me dit Basile en a parlé aussi, c'est-à-dire qu'on est en France. On n'est pas dans certaines théocraties dont certaines options spirituelles sont punies. Certains n'ont pas le droit de penser autrement. Et dans l'Europe, dans le monde, il y a des nuances. Et l'époque également. On a changé d'époque depuis les années 89, 79 avec l'Iran, etc. Sur le droit, effectivement, on a beaucoup de textes de référence sur lesquels on reviendra. Je veux simplement indiquer que dans les ACM, il y a deux types d'ACM, ceux gérés en public, là qui relèvent par exemple de la charte de la laïcité dans les services publics, où les agents effectivement du service public doivent être neutres. Et les usagers doivent pas faire preuve de prosélytisme, par exemple. La charte est en deux temps. Il y a bien d'autres textes sur la neutralité des fonctionnaires et autres. Et quand on parle de droit privé, des associations sont des organismes de droit privé, c'est-à-dire que les associations ne sont pas soumises a priori à la neutralité. En revanche, au code du travail, au contrat de travail, au règlement intérieur, qui peut effectivement, Sandy l'a rappelé, euh, depuis la loi de 2016 dite travail, dite El Khomri, mentionner une clause de neutralité. Sandy a évoqué aussi les différents espaces. Il y a différents espaces. On va retrouver un enfant à l'école, dans la rue, chez lui, en ACM, où il n'y aura pas les mêmes règles. Euh, de la même manière, pour les statuts des personnels ou des mineurs ou autres, il y aura des règles différentes. Quoi qu'il en soit, le public, en gros, va aller sur la laïcité et le privé va davantage aller sur la non-discrimination, sachant que la loi et la laïcité, la philosophie de la loi, c'est bien la liberté. Et à chaque fois, il y a des restrictions, mais liées au vivre ensemble. Je vais faire tout de suite un parallèle avec la libre circulation. On peut tous circuler librement. En revanche, il y a des feux rouges, il y a le code de la route, il y a des stops. Il faut réguler ces flux. Alors, j'en viens à la définition de la laïcité. La laïcité vient du terme laos en grec, qui veut dire le peuple avec un sentiment d'union. Et la laïcité est un principe philosophique et politique, doublé d'un cadre juridique qui repose sur trois piliers. La liberté de conscience, alors des croyants, des athées et des agnostiques, on peut croire en ce qu'on appelle un plusieurs dieux, nier en tant qu'athée l'existence d'un ou plusieurs dieux, ou être agnostique, c'est-à-dire ne pas se prononcer sur l'existence ou non d'un ou plusieurs dieux. Donc liberté de conscience, l'égalité des droits des croyants athées et agnostiques, et pour des ACM, on n'a pas de petits juifs, musulmans, athées, etc., hindouistes, on a des enfants, comme l'employeur a des salariés. Il ne faut pas tomber dans le piège religieux qui est de voir des communautés, des avis. On a des salariés en tant qu'organisateurs ou en tant qu'animateurs, directeurs d'ACM, on a des enfants qui doivent avoir les mêmes droits. Et la dernière chose, alors sur l'égalité des droits, c'est pour ça qu'il y a cette neutralité d'instaurer. Et puis le dernier pilier de la laïcité, liberté de conscience, égalité des droits, c'est l'universalité, c'est-à-dire que le primat de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel, et on en revient à cette séparation des pouvoirs en France où il n'y a pas de pression. Et un dernier mot sur les accueils collectifs des mineurs. Donc effectivement, la référence aux normes est intéressante. Il faut se référer au Code de l'action sociale et des familles. Un accueil collectif de mineurs va être placé sous l'autorité du préfet et les organisateurs ont souvent affaire à SDJES, l'ancien Jeunesse et Sport. Euh, la principale obligation et mission des organisateurs d'ACM, c'est d'assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs. Et souvent se référer à ça quand il y a une décision à prendre, vous le verrez par la suite. On, les parents font un transfert de responsabilité et les animateurs, par délégation, sont responsables des enfants. Et on aura intérêt à différencier les différents types d'ACM, et Sandy a commencé à le faire en parlant des séjours, en parlant des ALSH, où il n'y aura pas de nuitée, il y aura des éléments différents, et je ne rentre pas dans ce qui a déjà été dit, mais on arrivera dans les questions suivantes plus concrètes à voir finalement comment on manage le fait religieux en entreprise, parce que pour les associations, c'est un statut, l'association, mais au regard du droit du travail, c'est bien une entreprise. Et c'est là qu'on rentre dans le droit qui nous dira quoi faire ou comment faire. Merci à tous les deux pour ces éléments de contexte. Et du coup, c'est maintenant le moment de retourner sur notre WooClap. Ah, ah bah excusez-moi. Hop, oh bah je suis allée trop vite. Excusez-moi.
Hop, moment de retourner sur notre WooClap pour cette partie un peu, cette partie interactive. Du coup, vous avez à l'écran des questions. On va vous proposer de répondre à des questions et puis nos experts vont réagir et vous apporter des questions sur lesquelles vous êtes positionnés. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore, connectés ou qui s'étaient déconnectés, je vous invite à vous reconnecter sur wooclap.com en y rentrant le code de l'événement, donc MAHNCZ. Et la première question, c'est: «Un enfant peut-il porter des signes religieux dans un ACM?» Donc vous avez 3 réponses possibles: oui, non et ne se prononce pas. Du coup, je laisse, on a encore, 15 secondes puisque celui-là était chronométré, réagir et donc du coup, ça permet à ceux qui ne sont pas connectés de se reconnecter ou de répondre puisque nous avons, 53 répondants pour le moment, avec une grosse majorité de oui, hem, voilà et donc on ne peut plus voter. Sandy, Vincent, je vous laisse, réagir, donner la réponse. Ouais, je me permets, hein, Vincent. Bah oui, On garde le même ordre, c'est très bien comme ça. Oui, effectivement, bah, voilà, les enfants, les jeunes, bon, tout le monde l'a bien compris. C'est le principe de liberté, hein, ce qu'on a évoqué depuis le début. Et donc, les enfants, les jeunes qui participent à une colonie de vacances, à un centre de loisirs, bah, sont libres d'afficher leur opinion personnelle, religieuse, philosophique, hein, aussi bien dans les services publics d'ailleurs que dans le monde associatif. En revanche, et on va le redire, hein, c'est que le port d'un signe religieux, quel qu'il soit, ne doit pas non plus nuire aux relations de la vie commune et au fonctionnement d'un séjour. Si interdiction il doit y avoir, ces mesures d'interdiction concerneront des comportements et seront justifiées justement pour garantir le bon fonctionnement du séjour et le respect des personnes. Donc pas de prosélytisme, donc on retrouve cette notion. Et puis de façon plus générale, le projet éducatif, le projet pédagogique, le règlement intérieur, le formulaire d'inscription, hein, pourquoi pas, évidemment, sont portés à la connaissance des parents. Donc, on peut donc aussi considérer aussi que les familles qui inscrivent leurs enfants et leurs enfants sont informés aussi du choix des organisateurs concernant le port de signes religieux de leur enfant. Hein, donc, il y a aussi cet élément aussi à prendre en considération. Mais effectivement, oui, ils ont le droit de porter des signes religieux, sauf prosélytisme. Oui, ben, évidemment. Là, on voit que le statut est important, c'est-à-dire que c'est un mineur et on a un accueil collectif de mineurs. Ce serait pas le cas pour un adulte. Ce serait pas le cas à l'école puisqu'il y a cette loi Hum, de 2004 dont on a parlé tout à l'heure. Je voudrais ajouter simplement un point. Il y aura un document de la JEBVA. Je le montre un petit peu là. Je ne sais pas s'il est Ah, bien visible. il est flouté Il est un peu. flouté? Ok. Donc en fait, il s'agit du Vademecum, laïcité, expression, conviction de nature politique, philosophique et religieuse dans les ACM, qui vous sera communiqué après pour vous dire que le détail, vous pourrez le retrouver en page 16. Donc c'est exactement ce que disait Sandy sur le plan du droit, c'est-à-dire que l'obligation de neutralité ne s'applique pas aux mineurs accueillis en ACM. En revanche, pardon, il y a des restrictions possibles, les actes de pression, le prosélytisme, hum. etc., qui sont bien décrits dans cette page 16 du Vademecum qui vous sera fournie. On fait déjà la promotion des outils de la Jeva. Je vous propose de passer à la seconde question, sauf s'il y a des compléments à apporter. Eh ben, c'est parti. Deuxième question. Du coup, un enfant peut-il refuser de participer à des activités en raison de ses convictions religieuses ou philosophiques? La réponse, vous les avez sous les yeux. Les réponses proposées. Les enfants ont toujours le droit de refuser de participer à une activité, quel que soit le motif. Les enfants doivent suivre le groupe. Les enfants peuvent refuser de pratiquer une activité sous certaines conditions. Voilà. On vous laisse une petite minute pour, répondre.
Alors ça ne bouge plus trop, donc je pense que là, voilà, nous allons, avoir, le les réponses définitives. Donc vous êtes à 75 sur l'enfant a toujours le droit de refuser de participer à une activité, quel que soit, le motif. Heu, Sandy, Vincent, je Oui. vous laisse, apporter la réponse. Oui, merci. Oui, oui, effectivement, la réponse, pas vraiment juridique en fait, hein. Un enfant a toujours évidemment le choix, et vous avez raison, de participer ou non à une activité. Évidemment, on ne pourra jamais forcer un enfant à faire telle ou telle activité. Alors, si le refus est lié à une pratique religieuse ou philosophique, de sorte que l'enfant en fait refuse de participer à toute activité, ben, il y a un autre problème. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il conviendrait de contacter les parents pour en savoir plus, pourquoi, en effet, effectivement, l'enfant refuse de participer aux activités mises en place au sein de l'ACM, et voir si le problème n'est pas plus profond. Bien sûr, toute proportion gardée, si puis-je le dire comme ça, car il ne s'agit pas non plus de s'immiscer dans la vie de la famille, hein, bien évidemment. Donc voilà, voilà, c'est avant d'accepter d'ailleurs aussi, ou de prendre acte du refus de mineur, peut-être expliquer ou réexpliquer aux parents de l'enfant, à l'enfant, bah, l'intérêt, évidemment sur un plan éducatif, bah, de participer avec les autres enfants, dans le cadre collectif justement, aux activités qui sont prévues au programme. Voilà, voilà ce que je pouvais répondre. Donc la réponse n'est pas vraiment juridique, bien naturellement, Vincent. Oui, effectivement, on peut donner que des pistes d'action, puisque Ouais. sur ce genre de situation-là, quand on travaille sur la laïcité avec des ACM notamment, une question comme ça, on prend bien 2 heures pour la traiter, avec les préalables qu'on a avant. Donc, on peut donner des pistes d'action et on doit tout traiter, je vais dire dans la dentelle, parce que chaque situation est un peu différente. Donc, moi, je pourrais renvoyer au mode de contractualisation quand même entre les parents qui sont majeurs, justement, et on a les enfants par transfert de responsabilité, et l'organisateur d'ACM. Les parents ont accepté, alors, soit le règlement de fonctionnement, donc il y a des éléments déjà dans ceci. Ensuite, rappeler quand même que il y a une décision, je crois que c'était du Conseil d'État, Conseil constitutionnel, je ne sais plus, qui indique que nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers, donc et par délégation les associations gestionnaires. Et dernier point, il faudra regarder l'aspect religieux comme tout autre motif, c'est-à-dire pourquoi les enfants ne participent pas, et ensuite, comme disait Sandy, privilégier le dialogue et le contexte pour travailler ça de manière humaine, bien sûr. Merci, à tous les 2, pour ces éclairages. Prochaine, question. Un animateur peut-il refuser d'encadrer certaines activités en raison de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques? 1, réponse possible: non, jamais. Bien sûr que oui, chacun est libre. 3e réponse possible: peut-être, ça dépend du cadre. Voilà, on vous laisse vous positionner. Alors, sur cette question, qu'est-ce que, quelle réponse en tout cas vous vous positionnez? Je rappelle la question: un animateur peut-il refuser d'encadrer certaines activités en raison de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques? Le groupe a tendance aujourd'hui à répondre: «Non, jamais». Sandy, Vincent, je vous laisse apporter la réponse. Eh ben oui, effectivement, un animateur, une animatrice, quelle que soit sa forme de contractualisation avec un employeur, salarié, volontaire, bénévole, même, doit, en toute connaissance de cause, respecter les buts éducatifs de l'organisateur et contribuer sans restriction à la mise en œuvre du projet pédagogique. Donc, il n'a pas la possibilité de refuser d'encadrer une activité. C'est l'essence même du contrat, ce que j'évoquais tout à l'heure, la nature même du contrat qui exige
l'encadrement et donc d'assurer cette mission. Oui, Vincent. complètement. Je vais dire la même chose que Sandy autrement. Là, il se trouve que l'animateur, alors il faudra regarder s'il est public ou privé, parce qu'il y a des petites nuances pour agir, mais globalement, pour aujourd'hui, il ne peut pas refuser, pas plus que pour d'autres motifs. Là, il s'agit de convictions religieuses, mais il pourrait y avoir d'autres motifs. Et il est soumis aux termes de son contrat de travail, du droit du travail, du règlement intérieur, des projets éducatifs pédagogiques, sa fiche de mission, etc. Il y a des restrictions de temps en temps, mais là, on va aller d'ailleurs, je voulais juste parler du management parce que ensuite, quand on a ce genre de situation, il faut faire attention. Il y a on constate plusieurs types d'actions. Alors la première, c'est de ne pas être, de ne pas faire appel à la plus grande objectivité. Donc il y a des outils d'analyse pour ça parce que on peut pas indiquer, oh, bah, c'est normal, c'est lui, etc. Et pratiquant. Bon. Il y a le laxisme. Attention, je vais laisser faire, j'ai pas envie de problème, etc. Il y a l'envers, c'est-à-dire l'autoritarisme. Donc attention. Il y a le fait de ne rien faire également, et il y a des fois le manque de soutien de la part des N+1 ou de l'organisateur. Donc les pistes de management sont celles-ci. Attention, en tout cas, il y a des grilles d'analyse existantes qui seront intéressantes de regarder. Merci pour ces réponses. Je je déroule la prochaine question, mais on n'oublie pas toutes vos questions qui sont dans le chat. On y reviendra justement après, ne vous inquiétez pas. Prochaine question en ligne, à vous de vous positionner. Un animateur peut-il pratiquer un jeune alors qu'il encadre quotidiennement un séjour collectif avec des mineurs? Oui, non, ne se prononce pas. Ça vote encore un tout petit peu, je surveille. Alors, une grande majorité ont répondu, enfin une très très grande majorité ont répondu oui. Messieurs, je vous laisse apporter la réponse. Alors effectivement, oui, évidemment, les animateurs, animatrices peuvent pratiquer un jeûne dans le cadre d'un ACM, hein, dans le cadre de leurs activités, en précisant que les pratiques religieuses et philosophiques des membres de l'équipe pédagogique doivent quand même être compatibles avec leurs obligations de service, leurs obligations contractuelles, leurs responsabilités éducatives et les projets qu'ils encadrent. Et donc, il y a aussi un élément dont il faut tenir compte, c'est compte tenu, comment dirais-je, de l'obligation de sécurité à la charge de la direction et du risque que peut engendrer la pratique du jeûne dans le cadre d'une activité physique, par exemple une sortie en montagne ou en forêt, il est possible donc d'exiger des comportements alimentaires adaptés à leur activité, leur permettant d'assurer leur mission. Donc ça, c'est un élément là aussi qu'il convient de préciser et de donner. Voilà. Ouais, complètement. L'organisateur a une obligation et une mission en direction des enfants, mais aussi au niveau des personnels en termes de leur sécurité. Souvent dans ce type de demande de jeunes, les tensions se font sur la fatigue en fin de journée, notamment, je pense en période de Ramadan quand il a lieu l'été, il y a quelques années. Là, ce sera pas le cas cette année. Ou alors sur comment dire, le temps des repas, bien sûr, où il y a des tensions quand par exemple, le projet indique qu'il faut faire goûter de tout, et puis que la personne jeûne, etc. Donc, c'est des cas pas simples, mais l'employeur a-t-il un motif pour refuser ça? Ben non, si l'animateur en question fait son travail, donc s'il respecte les termes de son contrat de travail, etc., aucun problème. En revanche, est-ce que l'animateur a la capacité de remplir sa mission et les modalités de son contrat de travail? Alors, sur quelques grilles d'analyse, j'avais repéré, quand on traite ces éléments-là, plusieurs choses. Je ne prends pas le cadre juridique parce qu'il serait trop long pour aujourd'hui, mais en revanche, il y a des questions cette question-là peut poser problème ou point de vigilance. Le problème, c'est sur la sécurité des personnels et des usagers. C'est-à-dire, moi, j'ai été amené en tant qu'organisateur à dire à une personne en fin de journée, non, non, ne
interdire de prendre un minibus pour la sécurité des enfants. Je rappelle aux organisateurs que c'est la sécurité physique, morale et affective des enfants qui passe avant tout, avant des choix individuels, hein, et qu'on doit restreindre en tant qu'organisateur certaines demandes particulières. Il y avait le respect de la santé des usagers et la nature de la tâche et la mission confiée. Et les points de vigilance sont ceux-ci, hein, Sandy les rappelait tout à l'heure, certains points juridiques sur lesquels on peut s'appuyer pour restreindre des libertés individuelles. Le respect de la liberté d'autrui, parce qu'on sent qu'il y a des points de vigilance à table, on voit certaines remarques, t'es pas un bon croyant, etc., etc. Pas de prosélytisme, attention. Il faut que ce soit proportionnel au but recherché et qu'il y ait le bon fonctionnement de l'entreprise au sens... ça. Et alors attention, bien sûr, aux non-discriminations. Donc, ça fait tout un tas de choses à regarder, sachant que devant la justice, il arrive trois types d'attitudes. Les organisateurs qui acceptent toutes les demandes, les organisateurs qui les refusent toutes et celles qui laissent faire le terrain. Alors, il y a des pistes d'action pour ça, mais il ne faut pas regarder ça par rapport à la religion, mais par rapport au contrat de travail et aux missions de l'organisateur. Merci, tous les 2. Encore quelques questions, et on aura cette séquence de questions-réponses avec, peut-être celles que vous n'aurez pas répondu. Prochaine question: des lieux de prière peuvent-ils être mis à disposition au sein d'un ACM? Proposition de réponse: oui, non, envisageable sous certaines conditions. Ah, là, nous avons pas d'avis tranché qui se sépare. On laisse, nos participants, répondre, se positionner. Ça a l'air de se stabiliser. Alors, au niveau des réponses, on a, 44 de nos participants, 43, ça a bougé un tout petit peu, envisageable sous certaines conditions, 32 de oui et 24 de non. Du coup, pas d'avis tranché, complètement sur cette question-là. Quelle réponse on apporte et quelle est la bonne réponse peut-être? Alors oui, effectivement, la question n'est pas évidente, hein, évidemment, et dans la mesure alors, c'est envisageable sous certaines conditions. Effectivement, il n'existe, en matière de pratique religieuse, en ACM, ni principe d'interdiction, ni d'autorisation. En fait, c'est à l'équipe, en lien avec l'organisateur, toujours dans le respect, hein, bien sûr, du projet, éducatif et pédagogique qui le prévoirait, de déterminer concrètement les conditions de faisabilité, le nombre de prières par jour, par exemple, la fréquence, la mise à disposition d'un lieu adapté. Alors bien entendu, ce lieu dédié, doit être possible sur place, en lien avec le propriétaire du centre d'hébergement, l'exploitant ou les gestionnaires, du centre d'hébergement, au regard de la configuration des locaux, de la disponibilité d'un tel local ou d'un lieu dédié même provisoirement à des pratiques religieuses ou méditatives, donc religieuses ou méditatives, de manière discrète quand même et sans gêne pour les autres personnes accueillies, toujours dans un cadre respectueux naturellement des droits de chacun, sans prosélytisme, sans pression grave ou répétée sur les autres mineurs qui ne souhaitent pas prier. Voilà, tout simplement, hein. Donc oui, sous certaines conditions. Vincent? Vincent. Ouais, c'est des choses qu'on travaille vraiment dans la dentelle, ce genre de choses-là. Pour des bâtiments publics, alors les bâtiments publics sont soumis à la neutralité. Mmh. Je parlais tout à l'heure du guide du Vademecum. Vous retrouverez ça à la page 31 du Vademecum de la JEDVA, travailler avec le Conseil des sages à la laïcité. Pour d'autres bâtiments, c'est envisageable. Donc là, il va falloir différencier les ALSH, sans nuitée, des séjours de vacances, où il y a d'autres obligations. Euh, je rappelle l'importance des règlements de fonctionnement ou des conditions générales de vente et de l'importance de communiquer avant, alors le séjour ou l'inscription, et pendant, bien sûr, ces choses-là. Il y a une obligation d'entendre les demandes, en tout cas. Alors, ça va être, pour schématiser, reprendre les trois grands monothéismes, le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs et le dimanche pour les catholiques, en gros, et de les traiter, mais sans obligation de résultat. S'il n'y a pas assez de salles, s'il n'y a pas assez d'accompagnateurs, si la sécurité, etc., n'est pas respectée,
avec toujours cette méthode de laïcité pour le service public et de restriction sans discrimination pour le privé. Alors, le lieu de prière, ce sera comme les autres demandes, pas à traiter sous l'aspect religieux uniquement, mais à traiter sous l'aspect des droits, dans la mesure où c'est possible, sans privilégier une option spirituelle plutôt qu'une autre, et sans hiérarchiser les options spirituelles en regardant bien des enfants et des mineurs. Merci Vincent. Alors, hop. Alors, c'est le moment où on va passer au temps de questions-réponses qui étaient dans la salle, puisqu'on a fini notre séquence, j'allais dire interactive avec vos réponses. Ne quittez pas, vous avez vu, il y a une dernière question qui vous sera posée, mais ce sera plutôt pour la fin qu'on se la garde, avant la conclusion. Du coup, nous avons Floriane qui a levé la main. Je vais vous donner la parole. Et du coup, il faudra activer votre micro pour poser votre question. Alors pareil, hein, si vous voulez prendre la parole, il vous suffit de lever la main et je vous activerai votre micro. Sinon, dans la salle, dans les questions-réponses tout à l'heure, il y avait une question, notamment sur les fêtes de Noël, Pâques dans les écoles. On ne fête pas les autres, enfin en tout cas, on ne fête pas les autres fêtes dans les établissements scolaires. Comment on peut gérer ce paradoxe? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Marc, évidemment, je vous laisse répondre si vous voulez aussi réagir aux questions de la salle. Bon, je vais bien commencer. Vas-y, Vincent. En France, il y a une grosse douzaine, je crois, de fêtes religieuses, de jours fériés, pardon. Certains sont des commémorations, 1er mai, 14 juillet, etc., des événements nationaux. D'autres sont liés aux 2000 ans de catholicisme en France. Et il y a des fêtes, comme la fête de Noël, par exemple. Le jour de Noël est un jour sécularisé. C'est-à-dire que, à la fois, c'est un jour très important pour euh, les chrétiens, catholiques, protestants. À la fois, dans le calendrier, il est sécularisé, c'est-à-dire que c'est un jour férié. Donc pour les athées, c'est un jour férié. Par exemple, pour les agnostiques, c'est un jour férié. Pour les catholiques, c'est double. Euh, la commission Stasi en 2000, que je dise pas de bêtises, c'est en 2003, qui a été nommée par le président de la République, avait, suite à l'affaire de Creil, du foulard dans un établissement scolaire, avait réfléchi à ces jours fériés-là, et il y avait une proposition qui a été faite dans le cadre de la commission Stasi au président Chirac à l'époque, qui allait proposer des fêtes également pour le culte musulman et le culte juif. Alors, à préciser que c'est chose pas évidente, puisque ça ne relève pas de nos décisions ici, bien sûr, autour de l'écran et des organisateurs, mais c'est pour donner un élément de contexte. Il y a plus de 2000 religions dans le monde. Il y a les grands monothéismes dont avait bien pris acte la commission Stasi dans ses propositions. Et puis, il y a également comment dire, le fait de la mise en place de ces jours-là. Donc, lié à tout ça, l'histoire et autres, le président Chirac avait choisi de ne pas retenir cette proposition-là, ce qui fait que il y a des fêtes sécularisées, mais il n'y a qui sont un héritage de l'histoire française, mais il n'y a pas d'autres fêtes pour l'instant dans le calendrier officiel. Merci, Vincent. Alors une autre question, qui était dans le chat. Est-ce qu'il y a des spécificités en Alsace-Moselle? Puisqu'ils sont souvent avec un régime un peu différent. Est-ce qu'il y a des spécificités, sur cette question de la laïcité? Alors je vois Sandy qui hoche la tête, Mais oui, effectivement, lié à l'histoire, là aussi, naturellement, effectivement, le principe de laïcité ne s'applique pas pour l'Alsace-Moselle pour des raisons historiques, puisque la loi de 1905 a été adoptée au moment où l'Alsace-Moselle était allemande et qu'elle est redevenue française qu'après la Première Guerre mondiale en 1918. Donc voilà, donc il y a effectivement cette spécificité, mais que l'Alsace-Moselle aussi a un autre régime spécifique, notamment par rapport à la protection sociale, j'allais dire très avantageuse par rapport au reste de la nation, des territoires. Donc voilà, ça fait partie d'un package global, naturellement. Donc effectivement, il n'y a pas de principe de laïcité, naturellement, pour l'Alsace-Moselle.
Oui, Et sur l'Alsace-Moselle, je vais bien compléter, puisque la Constitution française dit bien que la République est une et indivisible et laïque dans son article premier. Et effectivement, en France, il y a 7 régimes cultuels différents, dont l'Alsace-Moselle. On en retrouve sur les départements régions d'outre-mer avec les ordonnances Mendel et les ordonnances royales liées à l'histoire, encore une fois. Hein. Sandy, tu Mm, évoquais le concordat napoléonien, où mm. effectivement, il y a des différences, il y a le droit local et autres en Alsace qui est présent. Il y a toujours des ministres des cultes qui sont nommés par le gouvernement et il y a toujours, par exemple, des montants d'environ 60 millions que l'État verse aux cultes, aux 4 cultes. Alors c'est protestants, protestants réformés, juifs et catholiques, il me semble, de mémoire. Et ces 60 millions-là, pour certains, sont une hérésie parce que c'est de l'argent public qui va encore aux cultes, mais l'histoire et le droit sont là pour expliquer ceci. merci. Alors, une dernière question que j'avais vue qui était au tout début de notre webinaire dans le chat et après on donnera la parole à la salle. Qu'en est-il des aides de l'État pour la restauration des lieux de culte? Marc, est-ce qu'il y a une réponse sur ce sujet-là? Tout dépend un peu dans quel statut on est. Est-ce qu'on est avant ou après 1905? Est-ce que l'Église a été construite avant ou après 1905? Dans un cas, le bâtiment appartient à l'État et donc on est sur la prise en charge voilà, du culte, enfin pardon, du lieu de culte. Quand c'est pas le cas, le bâtiment appartient à l'Église ou enfin, l'Église au sens large avec un grand E, et donc là, il n'y a pas il y a pas de prise en charge. Après, il y a des choses un peu compliquées. On va pas forcément rentrer sur les bouts amphithéotiques. On peut un peu dire c'est une forme pour les collectivités locales d'apporter d'apporter un soutien à certaines religions. Mais l'idée quand même, c'est qu'on n'est pas sur on n'est pas sur d'aide versée voilà, on est sur une séparation des églises et de l'État. Enfin, c'est un peu le principe global qu'il faut vraiment avoir en tête. Merci. Je donne la parole à Thé Corbin. Si vous avez levé la main, je vous laisse réactiver votre micro si vous y arrivez. Bonjour. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Je me présente. Alors, je suis pas sur l'ordinateur du coup de cette personne, Thierry Corbin. Je suis Julien Fourny. Je suis directeur d'ACM dans les Alpes-Maritimes. Très bien. Et quelle est votre Voilà. question? Alors, la question c'était pourquoi est-ce qu'à l'école il n'y a plus de cours de morale à l'école primaire? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est voilà d'où ça vient? Sandy? Pour Non, le coup, je j'ai sais pas de pas. réponse à Ah, apporter celle-là, c'est la sur le choix des DGESCO. programmes scolaires en primaire, au collège et au lycée. D'accord. Mais effectivement, ça pourrait, voilà, enfin, on pourrait en faire partie, bien évidemment, dans ces cultures aussi citoyennes, bien évidemment, hein, sur les cours d'instruction civique, en classe primaire ou au collège. Il y a un choix, voilà, un choix éducatif dans les programmes de l'éducation nationale, naturellement. D'accord, merci. Vincent Marc, est-ce qu'il y a d'autres réponses à apporter? Non. Alors, on avait une question dans le chat qui nous a été posée. Est-ce qu'on peut utiliser le terme Noël ou Pâques dans les programmes des ACM? Oui, il y a rien de bien sûr. Oui, on peut. Il y a pas de enfin, il y a pas de contre-indication, voilà, un ACM fait un peu comme il veut dans son programme. Il respecte l'ordre public, tout simplement. Voilà, c'est la seule limite, hein, bien évidemment, sans prosélytisme. C'est juste, voilà, expliquer en quoi consiste une fête de Noël, par exemple, dans un projet pédagogique, pourquoi pas? Merci. Euh, on a une question qui est apparue juste en dessous après. On a compris qu'il y avait une obligation de neutralité dans les ACM pour les mineurs, sauf prosélytisme ou acte ostentatoire. Mais qu'est-ce qu'on entend par un acte ostentatoire? C'est quoi la limite? Alors, dans les ACM ou dans le champ de l'école? Eh ben là, je laisse la personne lever la main et prendre la parole. Parce que c'est pas C'est la même chose, F. justement, oui. As.
Eh ben, je vous permets de parler et de prendre la parole et je vous laisse vous présenter et compléter votre question. Allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je suis animateur à la mairie de Manosque, donc sur un public d'adolescents. Et non, ma question, voilà, j'ai très bien compris qu'il y avait une neutralité donc différente entre les ACM, enfin, du moins pour les mineurs, entre les ACM et tout ce qui est éducation nationale. Donc voilà, ma question elle concerne les ACM. Qu'attendons-nous par, sauf, donc il n'y a pas de neutralité, sauf prosélytisme ou acte ostentatoire, mais c'est quoi un acte ostentatoire? Enfin, je pense l'avoir compris, c'est une visibilité d'un port religieux, mais elle est où la limite sur ce qui peut être affiché ou pas par un mineur dans un ACM du coup? Mais effectivement, c'est une très bonne question parce que c'est une question d'interprétation en fonction du comportement du mineur, sa manière de, il porte un signe religieux par exemple, et de la manière dont il se comporte avec ce signe religieux. S'il incite d'autres mineurs avec un discours religieux par exemple, qui accompagne le port de tel ou tel vêtement, ben là on est dans le prosélytisme. Donc là on est dans l'interdiction et on touche au fonctionnement normal de l'ACM. Donc il y a vraiment, et là vous avez raison, il y a parfois une part de subjectivité, voilà. Donc, il faut essayer d'objectiver au maximum, ce qui n'est pas simple. Évidemment qu'on est sur le terrain et au cœur de l'ACM, d'un centre de loisirs ou dans le cadre d'une colonie de vacances, ce qui n'est pas évident, hein. Si c'était évident, il n'y aurait pas besoin de faire un webinaire, naturellement. Donc, c'est une question d'interprétation et de bon sens aussi, quand même. Il faut quand même le rappeler, la règle de droit est souvent animée, si j'ose dire, par une règle de bon sens, d'observation. On voit très bien lorsqu'un enfant porte discrètement un signe religieux ou souhaite faire une prière voilà, de manière discrète, conformément à sa religion, et puis l'idée de basculer dans autre chose, qui est l'expression un peu excessive de sa religion par des actes de pression vis-à-vis des autres mineurs, l'effet de groupe, voilà. Donc là, il y a un basculement qui, là, pour le coup, est interdit naturellement. Est-ce que vous voulez compléter, messieurs? Marc, Vincent? Non. Alors, Vincent en parlait tout à l'heure, de la différence, du statut de l'ACM et du coup, on avait des questions dans le chat sur cette question-là, enfin, sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut préciser, dans le cadre d'un Donc, ACM qui est en marché public, et qui est géré par une c'est association, subjectif, quelle est la limite? ça dépend du. J'ai Question-là. pas Ah, compris la question, Oui, je ne alors pardon. comprends pas bien la question non plus. Oui. alors je la reprends. Peut-on préciser, pour un ACM en marché public qui est géré par une asso, quelle est la règle? Excusez-moi, la question c'est est-ce que la commune peut prévoir des dispositions dans l'acte qu'elle va passer, dans l'acte de relation avec l'association, en Est-ce matière de laïcité ou de neutralité? C'est ça la question? est-ce qu'on peut préciser la règle? Est-ce que, Mais qui? le fait qu'un ACM soit qu'il soit, associatif, mais dans le cadre d'un marché public, quelle est la règle qui s'applique? Alors, je me permets, si on est dans le cadre d'une délégation de service public, et en tout cas pour les personnels, de l'ACM, on est dans donc la mission de service public. Donc là, il y a une obligation de neutralité. Donc finalement, il n'y a pas trop de discussion, en fait, finalement. C'est induit, en fait, hein, cette obligation de neutralité, hein, au regard du principe de laïcité, justement. Hein. Donc ça, c'est... et dans le cadre d'un marché public, effectivement, dans le cadre d'une DSP, parce que c'est ça dont il s'agit, hein, j'imagine, pour un centre de loisirs, ça induit de fait et de droit cette obligation de neutralité à l'ensemble du personnel de l'ACM. Merci, Sandy. On a une question, qui est apparue. Est-ce qu'il est interdit donc aux enfants, de discuter, que les enfants discutent de religieux entre eux ou avec l'encadrant, pendant par exemple une soirée débat-échange? Au contraire, faut discuter. C'est tout l'intérêt justement. Bah, je me permets, j'ai pris la parole, hein, mais c'est tout Vas-y, l'intérêt vas-y. de la scène, du projet éducatif pédagogique, c'est la construction de débats, de discussions, d'échanges, de respect, enfin, se découvrir, le sens de l'altérité, du cadre collectif. Donc voilà, le débat évidemment, c'est pour animer. C'est ça qui est, c'est l'essence même de les ACM. Donc il n'est pas interdit, bien au contraire. J'ai retrouvé une connexion, je ne sais pas si on m'entend. Si, c'est Oui, Vincent. parfait, Vincent. Très bien, désolé, bon, j'ai entendu la dernière. Oui, effectivement,
c'est très intéressant de faire ça. En revanche, il y a des préalables, c'est-à-dire que Hum. il faut connaître le sujet, il faut, mais ça les directeurs d'ACM le savent bien, savoir organiser un débat pour pas qu'il y ait justement quelque chose de, comment j'imagine un quartier où il y a beaucoup plus de telle ou telle croyance ou culte, pour pas que ce soit un culte qui domine et qu'on ouvre les enfants à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en France, les enfants, quand ils seront plus tard, et ils sont très, très preneurs de ça, ils sont plutôt euh, au fait de leur environnement au niveau croyance et culte, mais ils peuvent savoir qu'ils pourront plus tard avoir cette liberté de conscience et pas que de religion. Ils pourront choisir eux-mêmes d'être croyants, la religion qu'ils veulent, athées, nier l'existence de religion, ou agnostiques, ne pas se prononcer sur l'existence ou non de Dieu. Et ils pourront faire ce choix-là, et en France aussi, ils pourront changer de religion. On parle dans certaines religions d'apostats, de gens, et c'est interdit par certaines religions. En France, la loi permet de changer de conviction spirituelle. Et dernière chose, il faut se vérifier également avec comment dire, CN+1 et l'organisateur en tant que directeur ou autre pour cadrer ces débats-là parce que il peut y avoir des dérives. Donc oui, très volontiers, et c'est le sens de l'émancipation et de l'objet des ACM. Nouvelle question, merci beaucoup, pour ces réponses. Peut-on, se permettre dans un ACM de servir ponctuellement de la viande halal aux enfants de religion musulmane? Je vous laisse répondre. Oui, après les... Pardon, Vincent. Vas-y, vas-y. Non, non, bah, oui, effectivement. Après, il ne faut pas que ce soit de créer des conditions de discrimination. Voilà, il faut quand même favoriser les mixités autour de la table, etc. De ne pas créer des effets de groupe communautaires dans le cadre de la restauration. En général, il y a plusieurs, euh, comment dirais-je, plusieurs repas, notamment des repas aussi de substitution. Voilà, donc il y a comme une offre de plats qui permet à chacun de manger normalement et en fonction de ses convictions. Voilà, donc il y a beaucoup de débats bien sûr sur les repas et les pratiques, mais l'idée c'est quand même de préserver cette mixité coûte que coûte. Ça c'est très important dans le cadre de l'ACM. Oui, effectivement, on a vu dans le cadre de ces situations-là des enfants qui étaient regroupés par communauté, et ça, c'est pas entendable. C'est pas interdit en soi, donc ce sera à l'organisateur de décider. En revanche, ce qu'on peut indiquer sur ça, c'est que quand il y a demande d'ordre communautaire, les organisateurs de l'ACM, à eux d'accepter ou non cette demande, voire cette pression dans certains cas. Pour le cas de la viande halal, ce serait la même chose pour la viande. Alors, viande halal, donc pour la communauté musulmane, ou viande cachère ce serait pareil pour la viande cachère pour la communauté juive. Halal veut dire permis ou licite. Il se trouve que permis ou licite uniquement pour les croyants de confession musulmane. Encore une fois, nous on accueille des enfants. La question que devra se poser la CM, c'est que il y aura une différence déjà si c'est un séjour ou un accueil collectif ou un ALSH, puisque dans un ALSH, on est sur un service public facultatif par délégation, donc c'est encore différent. Donc sans creuser tout ça, les questions à se poser, pour moi, elles sont de plusieurs ordres, c'est-à-dire que, enfin, le premier, l'ACM n'a pas à se prononcer sur le côté religieux, c'est-à-dire halal. Donc pour lui, il a regardé quelle est cette viande, notamment, c'est de la viande abattu, non étourdi, vidé de son sang. Donc l'ACM peut se positionner sur la souffrance animale, mais pas sur la viande salade, ou pas. Et puis, il y a le côté financier, qui est un critère également, et il y a le côté financement d'un culte. Et il aura ces réflexions-là à avoir. En tout cas, pour la restauration, c'est des vrais questionnements. Le plus simple, c'est le self. Le self règle tous les problèmes. Alors, pas les questions de moyens, puisque c'est coûteux à mettre en place quand il n'est pas. Et ensuite, la moins mauvaise solution sont des repas dits de substitution, mais ils ne sont pas obligatoires. Hein, on faire des arrêtés où l'organisateur d'ACM, pour en revenir à ses obligations, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est qu'il a des obligations en matière de restauration collective qui sont liées à la loi Egalim, au code de l'environnement, aux lois climat-résilience, aux normes HACCP, au respect d'hygiène,
aux possibilités de modulation de tarifs, aux chartes des services publics locaux appliquées à la restauration scolaire, si c'est une pause méridienne, à certaines normes, mais ils doivent être, j'ai un texte sur la restauration scolaire notamment là, qui indique que les services doivent être accessibles à tout convive, quelles que soient ses origines sociales, culturelles, croyances, convictions, handicap, etc. Donc, c'est l'égal traitement de tous qui Mm. sera respecté. Donc, ce sont des vraies questions où il faut prendre un petit peu de temps pour ne pas, comment dire, différencier le traitement. On a une autre question dans le chat. On a pas mal de questions, hein, mais j'essaye de vous les regrouper, hein. Est-ce que ce même débat en ACM municipal, c'est possible? Est-il autorisé, excusez-moi, ça hop, autorisé avec la charte de la neutralité? C'est Je me- Michel qui nous a posé la question. Sandy? Oui, il n'y a pas de contre-indication légale, en tout cas en la matière. On peut très bien discuter religion ou autres sujets politiques d'ailleurs, philosophiques, sociétales, des sujets sociétaux. Enfin, il y a pas de limite, si ce n'est que dans le respect, encore une fois, de l'absence de prosélytisme, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, que ce soit bien préparé naturellement. Mais voilà, il n'y a pas encore une fois, de limite au sujet à évoquer. Je pense que c'est le principe même de l'ACM. Hein, c'est sur des tiers-lieux justement informels où les enfants, les jeunes se construisent aussi autrement. En tout cas, moi, je n'y vois en tout cas, pas de limite légale en la matière. La question était sur la neutralité, c'est ça? Oui, sur le fait que est-ce que dans un ACM municipal, on peut mener des débats sur la question sur des religions ou d'autres, sujets de laïcité, mais, est-ce que c'est autorisé par rapport à la charte de neutralité? Ouais. Alors, c'est pas la charte de neutralité qui sera en Hmm. question, mais peut-être il faut différencier la neutralité des personnels Oui. et puis ces questions-là. C'est-à-dire que la neutralité, elle porte sur la neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse. Il n'est pas question pour des personnels municipaux et des personnels d'ACM soumis à la neutralité, ils ne sont pas tous, d'être par exemple en ce moment de porter un t-shirt pro-Palestine pour ce qui est du politique, ou la retraite à 60 ans pour ce qui est du syndical, ou je prends exprès différents sujets avec une croix, une kippa, un t-shirt où il est marqué Dieu n'existe pas, enfin d'afficher ses convictions religieuses. Donc ça, c'est la question de la neutralité. Il y a un point sur lequel il faut être vigilant, c'est-à-dire que certains personnels confondent la neutralité philosophique, politique, syndicale ou religieuse avec l'impartialité. Et là, je voudrais juste faire un point de précision, c'est que dès l'instant où les valeurs de la République et le principe de laïcité, il y a des entorses, à charge aux fonctionnaires ou au personnel de droit privé de réagir, de sanctionner à minima, ça peut être le rappel à la règle, etc. Mais la neutralité est différente des discussions qu'on peut avoir et autant construire des débats. C'est le sens des ACM d'émanciper les enfants, comme l'école. Donc, mais effectivement, il y a tout ce travail derrière. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont formés à la laïcité, il y a des formations gratuites dispensées par l'État. Formez-vous très volontiers pour pouvoir initier ce genre de choses. Merci Vincent. Peut-être une dernière question avant de retourner sur notre Book sur, justement, comment on se sent sur ce sujet-là et de donner la parole, à Marc, pour, conclure et sur la perspective pour aller plus loin finalement, autour de cette question-là. Dernière question, lorsqu'une activité se passe dans un local scolaire, les encadrants sont-ils soumis à l'obligation de neutralité? Est-ce que c'est le lieu qui prime ou, sur le contrat associatif? Je me permets, moi, effectivement, donc les accueils, notamment périscolaires, hein, peuvent se Mmh. dérouler bien sûr dans une ou plusieurs écoles ou bâtiments publics, avec du personnel d'encadrement relevant, selon les situations, de statuts juridiques différents. Alors évidemment, cela complexifie la situation et l'application des principes afférents à la laïcité. Alors c'est pourquoi, en fait, certaines collectivités territoriales, de plus en plus, donc, formalisent en quelque sorte une convention avec les acteurs, donc les associations qui organisent un accueil de périscolaire dans des bâtiments publics, notamment locaux scolaires. Et l'idée, c'est vraiment d'uniformiser en quelque sorte les règles d'utilisation de ces espaces au regard du principe de la laïcité.
Et à la lecture de ces différentes conventions, qu'on peut appeler conventions cadres, qui concernent donc à la fois, je répète, les associations intervenantes, les instances concernées de l'éducation nationale, donc convention qui est signée entre tous ces acteurs. Euh, à la lecture de ces conventions, on converge vers une obligation de neutralité. Donc, et ça, c'est voilà, donc ce que je pouvais dire par rapport aux locaux. Si c'était bien la question, je pense que c'était, voilà. Si j'ai bien saisi la Oui, question. je me suis demandé s'il n'y avait pas une nuance dans la question sur le temps Oui. scolaire. Alors effectivement, il y aura deux choses à regarder. Il y aura les lieux municipaux, mais apparemment c'était la question, et les statuts des personnels comme tu l'as abordé, c'est-à-dire que le statut du fonctionnaire ou autre. Et alors si c'est sur temps scolaire, en gros, ça relève alors là d'un autre vade-mecum, qui est le vade-mecum de la laïcité dans l'éducation nationale, qui est un peu plus épais que celui que je citais tout à l'heure dans les accueils collectifs de mineurs. Et ces éléments-là sont traités dans ce vade-mecum, c'est-à-dire que en tant qu'intervenant extérieur sur temps scolaire, on a l'obligation de neutralité. Il y a une nuance pour ce qui est des activités d'enseignement et d'autres. Je ne parle pas de l'extérieur, quand il y a une classe de découverte et autres, parce qu'on abordait la question des Mhm. bâtiments. Et puis, il y a la question différente du statut des parents d'élèves, qui sont assimilés à des collaborateurs occasionnels du service public, qui pour eux n'ont pas la neutralité, sous certaines conditions d'intervention quand même. Donc, il y a des complexités qu'il faudrait décortiquer, mais bon, il y a encore une fois cette question de statut des personnels et d'espace ou de lieu à bien décortiquer. Une fois qu'on a l'analyse, c'est simple, suffit-il de la voir. Merci, beaucoup, à tous les 2 pour, ce temps de questions-réponses. Je vous propose qu'on se dirige doucement mais sûrement, vers, la conclusion, de notre webinaire. Une dernière question pour la salle, donc je vous invite à rallumer votre bouclave. C'est le dernier à la fin de ce webinaire. Je me sens comment sur la question de la laïcité? À vous de vous exprimer. Toujours autant perdu, éclairé, très à l'aise, perplexe, en questionnement, à l'aise. Oh là là, c'est parti. Encore. Perplexe, en questionnement. Hop. Alors, excuse-moi, c'est ça. Conforter. Alors, je vous rappelle que c'est un nuage de mots, donc si vous mettez plusieurs mots dans la même phrase, ça sera découpé. Donc, voilà, c'est un mot, une phrase, enfin un mot, une expression. Plus éclairée, à l'aise, confiante, dense, beaucoup d'interprétations, ambiguë, un peu plus clair, en accord, éclairé sur certains points, trop complexe, mitigé, dubitatif. Voilà, ça commence à se stabiliser. Du coup, Marc, peut-être pour, aller, plus loin sur, le sujet, de la laïcité, si on va aller plus loin, heu, par où, quelques pistes de réflexion, peut-être quelques réactions? Alors, je ne sais pas si on va aller plus loin parce que Sandy et Vincent se sont bien complétés avec une approche juridique mais concrète et avec une approche de terrain, mais aussi avec un rappel, un rappel du cadre. Donc, moi, je vois les questions qui sont posées. On est quand même sur des questions parfois plus précises que des simples questions générales. Donc, on a quand même, j'ai l'impression qu'on a un public qui connaît les questions, qui a déjà une certaine, comment dire, une certaine connaissance du cadre et parce qu'aussi il peut être concerné par ce cadre et donc il a des questions. Moi, je reviens à ce qui était dit sur, c'est complètement pas tabou cette question des religions et c'est très important d'en parler. À l'école, on est dans un cadre spécifique où
on veut respecter un certain ordre et donc il y a des cours d'éducation spécifiques sur ces questions, mais c'est un cadre, parce que c'est l'école, c'est un cadre un peu particulier. Dans le cadre des ACM, on est plus libre, donc c'est important qu'on puisse évoquer la question. Évoquer la question, comme ça a été dit, hein, ça veut dire qu'on puisse faire naître une possibilité pour les jeunes de s'exprimer dans le meilleur cadre possible sans une idée écrase l'autre. Donc ça, c'est vraiment très, très important. L'animateur, c'est pas un expert des religions. L'animateur, il laisse les religions, les différentes sensibilités s'exprimer, mais il ne prend pas parti. On ne lui demande pas ça. Donc voilà. Euh, voilà, donc moi, tel que j'ai vu tel que j'ai vu ces questions, ça m'a plutôt conforté dans l'idée que on est tous un peu en train de partager une certaine volonté de pouvoir s'écouter, de pouvoir écouter l'autre, et, et, et de la volonté de mettre en place ce cadre pour que voilà, on puisse écouter différentes, différentes approches et également écouter les personnes qui n'ont pas d'idée sur la question et qui n'ont pas de religion, ça existe aussi. Et il faut pouvoir les écouter. Donc, moi, je sens dans ces questions plutôt parfois des questions très précises qui montrent qu'on a déjà un certain bagage et parfois aussi parce que on a des questions un peu plus générales, parce que le cadre n'est pas complètement simple, il faut le dire. Je reviendrai un peu dans ce que je vais un peu dire. On a aussi des personnes qui poussent un peu le cadre juridique. Et donc, c'est pour ça que parfois, le juge est obligé de s'intéresser à des choses un peu précises, parce que le cadre juridique est questionné par des recours. Voilà, pas de cadre, parce que la vie est pas simple. Donc, on a un cadre différent suivant qu'on est dans le service public ou qu'on est dans le cadre d'une association, qu'elle soit d'intérêt général ou pas. Enfin bon, voilà, on est un peu voilà, euh, un cadre un peu où le juge s'intéresse à des situations concrètes et donc il est amené à préciser les choses et plus on précise les choses, plus le cadre semble compliqué. Mais on est vraiment, je le rappelle et ça a été bien rappelé, hein, on est vraiment dans un cadre de liberté. Mais pour que cette liberté existe, il faut définir un cadre. Vous me dites quand je déroule le PowerPoint, Marc. Ok, allons-y. Donc, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire un questionnement sur ce réveil, parce on a si pour certains, il y a un peu une angoisse, une peur d'évoquer cette question des religions, c'est qu'on a l'impression qu'on le cadre est beaucoup plus présent et on a l'impression que ces religions sont beaucoup plus présentes et que, en fin de compte, ça va être complètement ingérable. Donc, ces guillemets que j'ai mis à réveil. Est-ce qu'il y a vraiment un réveil? Est-ce que genre, les religions n'ont jamais disparu? Historiquement, ça a été dit, hein, on est dans le cadre d'une religion qui écrasait un peu tout. C'était, voilà. Les catholiques, les chrétiens, et donc il a fallu cette loi de 1905 qui est en même temps une loi de Concorde, qui n'est pas une loi qui remet, voilà, qui cherche, enfin c'est la position d'Aristide Briand qui passe, avec une volonté vraiment d'aboutir à justement pas écraser les religions, c'est pas du tout ce cadre, mais à permettre la liberté. Donc voilà, on en entend un peu plus parler parce que aussi c'est peut-être un peu plus visible, hein, c'est voilà des jeunes qui essayent un peu de pousser ça dans le cadre de l'école. Donc l'école est obligée aussi de préciser un certain nombre de choses depuis la loi de 2004. La loi de 2004 a prévu un cadre, mais voilà, il y a des questionnements. On entend aussi, dans le cadre de l'école notamment, on a des questionnements sur des faits établissements, donc des choses qui concernent la laïcité. Alors quand on regarde un peu plus précisément ces faits établissements, ce n'est pas uniquement des questions de laïcité. La question, alors je vais en parler après, des valeurs de la République et de la laïcité, le VRL, c'est pas uniquement la laïcité, c'est des choses qui sont en lien avec la laïcité, par exemple l'égalité homme-femme, la mixité, tout ça, c'est pas la laïcité, mais c'est pas sans lien non plus. Donc on a voilà, un cadre qui est questionné.
Sur ces jeunes et pas que les jeunes qui remettent en cause ce cadre, voilà, on est dans un état de droit et donc on a le juge qui peut apporter un certain nombre de nous-mêmes, nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut réagir à ça et en rappelant le cadre, bien sûr. Et le juge est amené parfois à rappeler le cadre. Et également, d'un autre côté, donc c'est un peu compliqué parce que ça va un peu dans tous les sens, on a certains acteurs qui souhaiteraient que ce cadre de neutralité soit étendu à d'autres espaces. La loi de 2004 ne s'applique qu'à l'école. Donc, moi, j'ai des questions parfois sur. On est dans le cadre d'un accueil périscolaire, donc c'est l'école, enfin, c'est en lien avec l'école. Donc, la loi de 2004, bah non, la loi de 2004, elle s'applique à l'école. Elle s'applique même à l'école publique. Et elle s'applique, voilà, elle s'applique même à l'enseignement supérieur quand il est dans l'école. Le BTS, les IUT, pardon, les classes prépa sont dans les lycées, donc la loi de 2004 s'applique alors qu'on est dans l'enseignement supérieur. Enfin bon, c'est un peu, voilà. Mais les accueils périscolaires, voilà, voilà, les jeunes ne sont pas du tout soumis, les enfants ne sont pas du tout soumis à cette loi de 2004 quand ils fréquentent les accueils de loisirs, même si l'accueil de loisirs est périscolaire. Donc voilà, on est soumis un peu à ces différents aspects et c'est aussi comment dire, ceux qui sont opposés à la laïcité, ils veulent aussi montrer que c'est très compliqué, alors que globalement, quand j'ai mis dans le titre les pays sont confrontés, c'est que ça concerne les pays laïcs, donc voilà, les différents pays laïcs, mais pas uniquement les pays laïcs. Ça concerne également d'autres pays qui n'ont pas la laïcité. Voilà. Diapo suivante. Voilà, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été bien dit précédemment. Il faut distinguer si on est dans le cadre du service public, est-ce que la personne publique qui organise ça, est-ce que c'est dans le cadre d'une délégation, donc il faut un peu raffiner. Il faut également aussi distinguer les encadrants des usagers, la situation n'est pas la même. Et le cas particulier des classes de découverte, c'est vrai que ça a été précisé. La difficulté qu'on a dans j'ai un cas comme ça de cet été, un peu auquel je pense, c'est qu'on est quand les organisateurs d'ACM peuvent être aussi organisateurs de classes de découverte. Et ça a été dit, quand on est dans le cadre d'une classe de découverte ou d'un voyage scolaire, on n'est plus complètement à l'école, mais c'est l'école qui organise, donc on est quand même un peu dans l'école. Donc on est voilà, on est plus libre puisqu'on quitte la salle de classe, mais on est à l'extérieur et donc tout ce qui est autorisé en ACM n'est pas autorisé. Et là, on avait un directeur qui est allé un peu trop loin et qui est allé jusqu'à quasiment organiser les questions on va dire, de prière, voilà, il souhaitait bien faire, dans ce que j'ai compris, j'ai pas tous les éléments, il souhaitait bien faire, mais il est allé trop loin. Et il faut savoir qu'on est dans le cadre de l'école, et donc il y a des enseignants de l'éducation nationale, et la situation a été un peu compliquée à gérer. Voilà. Donc il faut voir un peu ça, il faut voir qu'on n'est pas dans le cadre de l'ACM, et il faut que je pense que ce soit pris en compte en disant plus de liberté qu'à l'école, mais pas un ACM quand même. Voilà, diapo suivante. Alors nous, ce qu'on fait à la JEBVA, on le fait dans le cadre, de ce qui est le plan valeur de la publique à laïcité. Donc, c'est un plan qui est né en 2015, donc c'est c'était un contexte un peu particulier, c'est le contexte des attentats. Donc, on partait de l'idée que la diffusion de ce plan valeur de la publique à laïcité, donc c'est un plan qui a été pensé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires à l'époque, le CGUT, qui visait donc à repréciser, puisque c'était l'une des idées. On partait un peu de l'idée que s'il y avait terrorisme, c'est qu'on n'avait pas assez expliqué la laïcité. C'est pas complètement la même chose, mais en même temps, on part de l'idée que plus la laïcité est diffusée dans la démocratie et plus, moins les questions de radicalisation, de séparatisme pourront prospérer. C'est pas complètement faux non plus. Le cadre du rappel de la laïcité, c'est comme un cadre
qui prévoit un cadre de liberté, d'ouverture aux autres, d'esprit critique. Enfin, et donc, voilà, je comprends bien la démarche de 2015. Elle n'est pas complètement, voilà. Mais bon, elle est quand même spécifique et c'était le djihadisme islamique. Donc, c'est très, très spécifique quand même. Ce plan, moi, je le trouve qu'il est plutôt intéressant. Voilà, c'est pas moi qui l'ai pensé, donc je peux en dire beaucoup de bien. Il est adapté à différents publics, il y a différents niveaux de certification. Il est mis en place dans les structures avec lesquelles on est amené à travailler. Et donc, il est diffusé, bon, pas les pouvoirs publics, donc bien sûr l'État et les mouvements d'éducation populaire qui sont à la manœuvre et qui diffusent très bien ce plan. Et à titre d'information, donc il y a une actualisation des kits VRL, valeurs de la République et laïcité, sur lesquels on a travaillé avec la NCT et d'autres acteurs publics, bien sûr l'éducation nationale, qui connaissent bien les questions et qui ont bien vu qu'on n'était pas dans le cadre de l'école, même si pour partie le plan peut en parler, et également la PJJ, le ministère de l'Intérieur sur le bureau de la laïcité. Et donc le plan dans les prochaines semaines l'équipe devrait être réactualisée et diffusée. Et avec l'idée aussi de dire, c'est né en 2015, il faut l'actualiser sur les questions de contrat d'engagement républicain, même s'il ne prévoit pas grand-chose sur la laïcité, et aussi sur le fait que certains trouvaient que le kit de 2015 avait un focus un peu trop grand sur la religion musulmane. Et donc, on a cherché à ouvrir un peu le focus. Et c'est un peu ça l'idée d'actualisation. Si je peux avoir la diapo suivante. Alors, au niveau national, on a, sur les questions de laïcité, on a le comité interministériel à la laïcité, donc il ne s'est pas réuni depuis 2 ans. Plus de 2 ans. Il est mis en place au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, il est organisé par le Bureau de la laïcité qui a été créé après la loi de 2021. Différentes directions sont à la manœuvre aussi, donc la GEPA, hein, la NCT, Conseil des sages à la laïcité. Donc, c'est avec lui qu'on a construit le guide. Voilà, il a beaucoup participé à la rédaction du guide laïcité en ACM. Voilà, moi, je m'entends très bien avec les membres du Conseil des sages. Ils ont réfléchi aux questions de sport également. Là, si je vais encore plus complexe que dans le cadre des ACM. Au niveau du terrain, les acteurs publics qui participent au déploiement du plan se trouvent dans les DRAGES, les SDGS au niveau départemental, et le pilotage administratif est réalisé, sauf exception, par les DREDS, qui sont les services, la partie des DCS qui a rejoint les directions de l'emploi et les directions chargées de l'emploi et du travail. Ces questions aussi sont traitées pour nous dans les références dans la directive nationale d'orientation jeunesse et sport. Et également, c'est un objectif qui est prévu dans l'instruction contrôle de 2024. Alors, diapo suivante, merci. On travaille avec d'autres, bien sûr, la direction des sports, puisque les agents qui sont sur le terrain, c'est les agents jeunesse et sport. Donc, voilà, ils voient très bien qu'il y a deux cadres juridiques qui sont un peu différents, mais malgré tout, sur le terrain, voilà, c'est les mêmes acteurs. La direction des sports travaille beaucoup avec les fédérations qui prévoient aussi un certain nombre de règles dans leur. Il y a on prévoit également des conventions entre la direction des sports et les fédérations sportives. D'autres domaines ministériels sont concernés qui peuvent être un peu en lien avec les ACM, la question du social, des crèches, l'armée. Donc là, on est dans un cadre spécifique. Le ministère de l'Agriculture voilà, qui a des matières spécifiques, notamment qui font référence à tout ce qui existe en termes d'éducation populaire. Et donc là, il y a des questionnements qui sont assez intéressants, qui sont menés dans les établissements de l'agriculture, puisque le cadre est un peu plus différent par rapport à ce qu'on peut connaître en termes de matière à l'éducation nationale plus classique. La CNAF donc, depuis 2015, a mis en place une charte de la laïcité qu'elle déploie sur le réseau, et les CAF
ont des questions sur, voilà, donc il y a un guide qui a été rédigé il y a quelques mois, un guide qui a été rédigé par la CNAF et en lien bien sûr avec les mouvements d'éducation populaire, voilà, qui mettent en œuvre des accueils qui sont soutenus par les CAF. Et donc, voilà, on a un comité restreint, un comité de la charte de la laïcité qui interviennent sur les questions de financement, auxquelles la JEBA participe. Et donc, voilà, la CNAF est régulièrement amenée à donner des avis sur les demandes de financement d'associations en lien avec le culte qui organisent des accueils de mineurs. Et l'Association des maires de France a également un guide qu'elle a rédigé il y a quelques années. Alors, quand on discute voilà, les questions de valeur de la République et laïcité, c'est un peu le noyau dur de nos politiques, mais on a des liens désormais avec d'autres sujets qui sont des sujets qui ne sont pas nouveaux, mais sur lesquels on est amené à échanger et à agir sur les questions de dérive sectaire. Et donc, voilà, on n'est pas dans le cadre de la laïcité, mais l'idée quand même, c'est que la laïcité soit le cadre à partir duquel on peut définir une ouverture à l'autre, une compréhension, un esprit critique. Et donc là, dans le cadre de la prévention des dérives sectaires, on a des questionnements de plus en plus importants. Voilà, on a des associations ou des structures de fait qui se mettent en place sur des thématiques en lien avec le complotisme, en lien avec voilà, des enfants qui sont dans le cadre scolaire aussi, hein, le hors contrat, ou des enfants qui sont maltraités, enfin, à qui on inculte dès le plus jeune âge un cadre qui va pas du tout, et qui seront après ouverts à d'autres thématiques. Enfin bon, donc voilà, on a des choses, notamment, pour prendre une anecdote, ça concernait un centre hippique où on avait tous les matins les enfants qui devaient s'agenouiller devant le monument aux morts, des chevaux morts dans l'année, enfin, des trucs un peu limite ésotériques. Et là, quand on a commencé à creuser, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Donc voilà, on part dérive sectaire, séparatisme, il y a plein de choses qui ne vont pas en termes de sécurité, mais au début, on n'a pas forcément ça en tête. Et donc, voilà, j'essaie de limiter, de militer pour qu'on travaille sur ces questions avec les services. Et quand on parle de valeurs de la public et laïcité, il faut aussi bien être ouvert aux questions de discrimination, aux questions d'inclusion, qui sont des thématiques qui sont à nouveau pas dans le champ de la laïcité, mais c'est pas sans lien. Et c'est la laïcité qui permet un peu de pouvoir aussi traiter ces questions et pouvoir être ouvert aux autres et d'accepter le dialogue et voilà, et l'inclusion. Voilà, alors sur les ressources, hein, il y a plein de choses. Je pense que j'ai fait un peu vite, mais il y a plein d'autres auteurs qui peuvent être convoqués. J'ai pensé à cela, mais je pense que Sandy et Vincent pourront certainement apporter d'autres auteurs, peut-être plus en lien avec ce qu'on dit. Des guides qui existent, hein, guide laïcité à l'école, il est intéressant et il prévoit quelque chose sur les classes de découverte. Donc, je pense que ça peut faire le lien un peu entre ACM et école. Le guide qui existe de la JEPA avec le Conseil des sages. Il y a des guides aussi qui sont rédigés par les mouvements d'éducation populaire qui sont intéressants, qui font le point sur ces questions, la question du séjour avec hébergement, la question des repas. Voilà, je pense que c'est intéressant. Contrat d'engagement républicain ne traite pas tellement des questions de laïcité en dehors du respect de la neutralité pour l'État et les agents publics, mais sinon, le contrat, alors je sais qu'il est contesté hein, par certaines associations, mais voilà, voilà, on nous demande d'en parler, donc j'ai fait référence à lui. Il y a un guide intéressant qui a été établi par la JEPVA et la DLPAJ sur ce nouveau contrat et sur la façon dont il fallait le gérer. Ensuite, on a des sites. La diapo Alors, suivante. Oui, si pardon. je peux juste vous couper parce que je crois que Vincent voulait compléter sur des listes d'auteurs justement. Bien sûr.
Oui, merci. Simplement sur le contrat d'engagement républicain, pour dire un petit mot également, c'est que oui, il peut y avoir des contestations de certaines associations, mais je veux rappeler simplement les principes sur lesquels il ne peut pas y avoir de la part d'associations des problématiques, c'est-à-dire le respect des lois de la République, le respect de la liberté de conscience, Mhm. le respect de la liberté des membres de l'association, l'égalité, la non-discrimination, la fraternité, la prévention des violences, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République. Donc effectivement, c'est pas sur le contenu. Quant aux ressources, effectivement, il y en a beaucoup. Vous voyez ceux qui sont cités, qui s'affichent. Euh, il peut y en avoir de différents registres. C'est pareil, sur le plan philosophique, je pense à Catherine Kinster, sur le plan républicain et philosophique à Henri Pénard-Ruiz. Donc effectivement, il y a de nombreuses ressources de tout ordre et on va de temps en temps sur des cas concrets ou alors juridiques, philosophiques. Frédéric de la Morena, je sais sur le côté juridique. Alain Séclic, le secrétaire général du Conseil des sages à la laïcité, a préfacé et écrit pas mal d'ouvrages également, dont un dernier avec Yanis Roder. Bon, là, les trois petits points sont évocateurs, effectivement. Merci. Et Merci, Aurore. du coup, Marc, je remets la slide, la Oui, dernière slide alors sur les ressources, il me semble. voilà, donc dans les ressources, moi j'ai indiqué le site info.gouv.fr, donc qui est certainement le site qui est mobilisé par le Bureau de la laïcité, donc le nouveau bureau qui a été créé au sein du ministère de l'Intérieur, de la DLPAJ. Et donc hier, j'assistais par exemple à la remise des prix de la laïcité, donc c'est assez intéressant. On a tendance à voir parfois dans les instances dans lesquelles moi j'interviens une vision très problématique. La laïcité, ça pose problème. Et là, hier, ce qui était intéressant aussi de voir, c'est que on était vraiment dans, voilà, il y a plein d'établissements, plein d'associations qui étaient présentes et il y avait plus d'une dizaine de prix qui ont été remis. Et je vous conseille d'aller voir un peu ces sites. On est dans le cadre du théâtre. Était également invité l'association, pardon, le lycée le collège de Creil, dans lequel on avait eu les enfants de 1989, mais qui étaient là pour porter un projet en faveur de la laïcité. Donc c'était un pied de nez aussi un peu à ce contexte voilà, de 89, qui est celui qu'il est, mais on avait tendance un peu à stigmatiser ce collège. Et donc là, il était là positivement pour présenter des choses avec des jeunes très mobilisés, très motivés. C'était assez intéressant. Euh, Nous, sur le site, on a quelques références voilà, sur des guides qui existent. Je fais référence aussi au site Vigilaïcité, avec des membres de l'Observatoire, dont certains membres de l'Observatoire de la laïcité qui n'existent plus, voilà, on essaie un peu, voilà, des ressources qui ne sont pas inintéressantes avec des gens de l'éducation nationale aussi qui peuvent être présents, des sociologues, donc des juristes. Enfin, c'est assez riche en fin de compte. Hein. On le dit, il y a plein d'aspects. Hein. On est dans le cadre de la sociologie, de l'histoire, du droit. Enfin, c'est très très riche cette question de laïcité. Le site de l'éducation nationale, bien sûr, et du SCOL qui fait référence. Et également le site des sports avec lesquels on travaille, voilà, qui ont avancé, pour lesquels il y a eu des jurisprudences assez récentes. Voilà. C'est un domaine aussi, le sport, voilà, pas complètement simple, mais intéressant et qui oblige les juges à intervenir, mais c'est plutôt en termes de réflexion juridique, c'est pas inintéressant. Merci beaucoup, Marc. Alors, j'aurais pu mettre la Merci. JPA, pardon. Je sais que vous avez plein de ressources et vous traitez la question régulièrement. Voilà, ou d'autres mouvements d'éducation populaire. On était sur hier, en fin de compte, je sais que hier, c'était une grande journée aussi pour les PEP, sur cette journée particulière du 9. Et dans un an, on sera aux 120 ans de la loi de 1905. Donc, ce sera un bel anniversaire qui est Mm, à venir. mm. Merci Marc pour cette belle transition, puisque justement,
pour remercier tout le monde sur ce temps de webinaire. Peut-être rappeler qu'effectivement, il y a un dossier disponible et qui existe dans le spécial directeur-directrice qui est la revue juridique sur les ACM de JPA. La prochaine, vous l'avez en primeur aujourd'hui, c'est le visuel du prochain numéro qui sortira à partir du 20 janvier en précommande sur le site publication de JPA qui retraitera de cette question-là. Donc voilà, vous pouvez vous mettre dans vos agendas le 20 janvier pour précommander le spécial directeur, directrice ACM qui sera disponible. Et puis, en cette fin d'année, JPA vous invite à commander un coloriage solidaire, à faire un cadeau solidaire, puisque nous sommes associés avec la marque OMI pour pour renouveler notre dynamique de dons. Et donc, vous savez que JPA participe, enfin en tout cas fait appel aux dons à la générosité du grand public pour financer le départ en vacances des enfants chaque année. Sur 2024, c'est un peu plus de 5000 enfants qui sont partis grâce aux aides, aux dons du grand public. Voilà, vous pouvez le commander dès aujourd'hui. En tout cas, merci à tous les trois aujourd'hui, pour, vos interventions, vos réactions et puis, vos apports sur cette question-là. Ça a sûrement, éclairé un grand nombre de nos participants. Ça a soulevé des questions, pour d'autres. En tout cas, le replay sera disponible très prochainement et nous mettrons aussi à votre disposition, le PowerPoint, qui a été, diffusé aujourd'hui. Merci, à tous, et puis, bonne fin, de journée. Au revoir. Merci à Au vous. Merci. revoir, merci.